Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons créer, travailler, construire, produire. On veut du travail, on veut du vrai travail. Il nous faut le dire aussi dans cette période. Les salaires, le volume et la qualité de l'emploi sont pour nous la terre nourricière qui permet le financement de notre protection sociale et l'organisation des temps sociaux. Nous retrouvons ainsi nos trois piliers: salaire, emploi, protection sociale et donc retraite. Ils sont intimement liés, étroitement liés. Personne ne peut contester que l'augmentation des salaires et le plein emploi permettraient non seulement de financer notre protection sociale, mais aussi de l'améliorer, tout comme l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Notre système de protection sociale, vous le savez toutes et tous, est fondé sur les cotisations sociales. C'est donc une partie de notre salaire. La CGT a très largement contribué à mettre en place ce système après la guerre. Ce fut un choix. Fondamentalement, c'est ce choix que conteste aujourd'hui encore le patronat, et ce, depuis toujours. Le rapport des forces, après la guerre, a contraint le patronat à céder. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, il veut regagner ce qu'il a dû lâcher. C'est le sens des actions et prétentions du MEDEF. Au chantage des directions d'entreprise, l'organisation patronale, d'ailleurs vous l'avez vu comme moi, ajoute la surenchère. Elle demande, avec le démantèlement du Code du travail, de faire basculer 50 milliards de plus depuis les cotisations sociales vers la TVA ou la contribution sociale généralisée, la fameuse CSG, l'impôt qui porte bien son nom, l'impôt de Michel Rocard. Elle demande aussi une baisse de 50 milliards des impôts et taxes. Cela s'ajoute aux 200 milliards d'aides et exonérations dont les employeurs bénéficient déjà, sans contrôle et efficacité sur la création d'emplois. C'est clair, il s'agit de faire basculer le financement de la protection sociale vers l'impôt. Exactement le contraire du choix que nous avons fait. Eh bien, il faut le dire haut et fort, c'est non, et nous le dirons ensemble le 10 septembre prochain. Nous voulons... Je ne sais pas si vous avez chaud, vous, ici, mais ici, c'est... Alors on subit le même sort. À nouveau. Nous voulons précisément une réforme en profondeur du financement de la protection sociale en général et du système de retraite en particulier pour répondre aux besoins. La question des retraites, je veux le redire, cela nous appartient. C'est de nous dont il s'agit. C'est la richesse produite par notre travail qui finance notre retraite. L'été a été mis à profit pour préparer l'opinion sur la nouvelle réforme des retraites. Vous connaissez, comme moi, les conditions scandaleuses de ce qu'ils ont osé appeler la concertation début juillet. Au lieu d'une concertation, nous avons eu une immense propagande dans la presse pour préparer le terrain. Il y a des jeux de rôle, des postures, des positionnements politiques avec une véritable stratégie de communication. Le patronat fait de la surenchère, semblant être mécontent, mais sachons aussi mesurer ce que nous avons fait bouger par rapport aux intentions initiales contenues dans le rapport de Yannick Moreau. Par exemple, l'alignement des règles de calcul des régimes publics sur celles du privé ou l'abandon de la désindexation des pensions et des salaires portés au compte. Toutes nos initiatives depuis juin et l'annonce de l'action ont déjà fait bouger le curseur. Le gouvernement aujourd'hui sait qu'il marche sur des œufs. La prudence avec laquelle il avance prouve qu'il est sensible au rapport de force. Je sais que livrer nos analyses et rappeler nos propositions ne se prête pas forcément à un meeting, mais je crois qu'il est important que nous partagions cela ensemble. Quelle appréciation donc portons-nous sur ce projet de réforme que nous avons eu ce matin à 7 heures?
Au lieu de revenir sur les réformes antérieures et leur aspect néfaste pour les salariés et les retraités actuels et futurs, les mesures proposées par le gouvernement se placent dans leur continuité. Jusqu'en 2020, les mesures régressives de la loi Fillon continueront de s'appliquer à tout le monde, contrairement aux engagements pris. Comme s'il n'en avait pas assez, il est proposé de poursuivre l'augmentation de la durée des cotisations après 2020. Pour tous les salariés nés après 1973, du public comme du privé, il faudra 43 ans de cotisation pour toucher une retraite à taux plein en 2035, peut-être. Comment atteindre 43 années quand on est cassé par le travail? Que les jeunes commencent à travailler de plus en plus tard pour poursuivre des études, à la demande d'ailleurs des entreprises et de la nation, et au regard de la précarité et du chômage. La première conséquence sera une baisse générale du niveau des pensions. Les jeunes, mais ils commencent à le mesurer, sont les premières victimes. Cette réforme est une réforme anti-jeunes. Et il n'y a pas que nous qui le disons, 17 organisations de jeunesse le disent aussi avec nous et appellent à manifester le 10 septembre prochain. Les jeunes ne sont pas les seuls à payer l'addition. Les retraités, j'en vois quelques-uns dans la salle, seront eux aussi plumés avec le report de la date de revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre. Et ça, ouais, je sais, plumé quand on s'appelle Le Pen, c'est facile, je sais. Et ça, c'est quand même une forme de désindexation des pensions. Et l'annonce par la ministre des Affaires sociales de ne pas toucher aux petites retraites vise les retraités qui perçoivent moins de 780 € par mois. Dans ce projet de réforme, un certain nombre de mesures annoncées répondent à des demandes de longue date de la CGT. C'est la création d'un compte pénibilité en lien avec les critères de la pénibilité du travail. Les camarades de la construction, du bâtiment, des travaux publics en savent quelque chose. C'est la prise de la totalité des années d'apprentissage, une vraie avancée que l'on doit à la CGT. Ces avancées sont évidemment à mettre à notre actif et à celles de ceux qui ont porté à nos côtés, nous n'avons pas été les seuls, ces revendications. Concernant la pénibilité, les réponses apportées sont très différentes et rien n'est encore précisé sur le niveau des pensions. Par exemple, il faudrait 25 années d'exposition à des travaux pénibles pour bénéficier de 8 trimestres d'anticipation et partir à 60 ans. Cela alors que les entreprises excluent les salariés concernés à partir de 55 ans pour finir leur carrière au chômage, qui osent appeler cela une réelle prise en compte de la pénibilité. Pour les jeunes, le rachat d'une année d'études coûterait environ, tenez-vous bien, 7 200 €, aide du gouvernement comprise. Quel jeune est capable de débourser une telle somme alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne pouvoir rembourser le coût de leurs études, se payer un loyer? Le gouvernement avait annoncé la correction des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce serait un réel progrès. Mais dans le projet de loi que nous avons reçu ce matin, nous cherchons encore où se trouvent les mesures concrètes. Le gouvernement présente la hausse des cotisations comme une mesure équilibrée. Mais il garantit à Gattaz qu'il sera indolore pour le patronat. La cotisation employeur serait totalement compensée dès 2014 par un transfert de cotisation famille vers l'impôt, c'est-à-dire vers les ménages. Les salariés, eux, paieront 2 fois, par l'augmentation de leur part de cotisation et par l'impôt pour compenser la cotisation employeur. Joli tour de passe-passe. Pour l'instant, il y a donc un gagnant, c'est le patronat, comme en témoigne d'ailleurs, là aussi, vous l'avez vu sans doute comme moi, le large sourire de Pierre Gattaz après son entretien
avec le Premier ministre. Et quand le patronat sourit, il montre les dents. Une partie de son programme se réalise ainsi. Il se désengage de la politique familiale. C'est une très vieille revendication patronale. Kessler en rêvait, Gattaz l'a fait. C'est le troisième cadeau fait au patronat, après le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, la transcription dans la loi de l'accord national interpro de janvier 2013. Mais la partie n'est pas terminée. Il dépend de nous de changer les réponses qu'apporte ce gouvernement. La CGT, notre confédération, nos militants ont fait des propositions et il nous appartient de les apprendre par cœur et de les faire connaître. Rétablir l'âge d'ouverture des droits à 60 ans avec une pension au moins égale à 75% du salaire d'activité pour tous. Pas de retraite inférieure à 1 700 €. Départ avant 60 ans pour les salariés exposés aux métiers pénibles. Assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Et nous pouvons le financer. Nous avons là aussi des propositions précises. Quelques-unes. Élargir l'assiette des cotisations à toutes les rémunérations. Créer une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises. Moduler les cotisations sociales des entreprises, en particulier en prenant en compte les richesses créées, leur politique d'emploi et de salaire. Revenir sur les aides publiques accordées aux entreprises, 200 milliards d'euros par an. Lutter enfin contre la fraude sociale des entreprises, environ 80 millions d'euros par an. Relativisons donc le besoin de financement. Milliards. On s'y perd, je vais la faire à la Henri Krasuki. Relativisons donc le besoin de financement. Yannick Moreau, dans son rapport, nous dit qu'il faut trouver 7 milliards d'euros d'ici à 2020, alors que le versement annuel des pensions atteint 270 milliards chaque année. On est dans l'infiniment petit pour résoudre le problème de financement. Rien que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes rapporterait 10 milliards d'euros à l'horizon 2020 aux caisses de retraite. Et parmi les 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises, nous ne sommes pas seuls à dire que quelques milliards seraient sans doute mieux utilisés ailleurs. Oui, mes chers camarades, il y a besoin d'une réforme des retraites pour répondre aux aspirations des salariés et des retraités du XXIe siècle. Nous avons besoin d'une réforme de progrès, financée par les richesses produites par notre travail pour que progressent les droits des salariés et des retraités. Nous savons maintenant ce que nous avons à faire. Le patronat et le gouvernement se sont efforcés durant ces derniers mois de bloquer la situation. Lorsque la concertation et la négociation ne marchent pas, seule l'irruption des salariés sur le devant de la scène peut changer la donne, d'où le sens de l'appel à l'action le 10 septembre prochain. Nous savons pourquoi agir, mais il faut aussi dire le comment faire pour que les salariés se mobilisent. Les salariés, les jeunes, les retraités, les privés d'emploi ont 1001 raisons d'être dans l'action le 10 septembre. Les motivations individuelles pour agir collectivement sont multiples, les obstacles à lever, nous le savons, sont nombreux. Nous devons encore et toujours convaincre, apporter des explications, argumenter. Mais c'est aussi la dynamique de l'action collective que beaucoup de collègues de travail peuvent se révéler. Combien de fois avons-nous entendu un collègue dire « c'est la première fois que je fais grève » ou « c'est la première fois que je manifeste ». Le rôle des syndicats et des syndiqués est déterminant pour que les salariés s'engagent dans l'action. Nous sommes donc renvoyés à nos pratiques syndicales, des syndiqués acteurs, des syndicats qui décident démocratiquement.
Je vous le dis, comme je l'ai dit partout ailleurs, comme je continuerai à le dire dans les mois qui viennent. Il faut chérir, choyer, bichonner notre vie syndicale dans nos départements, dans nos localités, nos professions, nos entreprises. C'est le syndicat qui permet de briser le cercle de la résignation, du repli sur soi. Réunir les salariés, les syndiqués est déjà une action collective. Dans la CGT, nous n'accepterons jamais que quelqu'un parle à notre place. Nous disons nous-mêmes ce que nous avons à dire. L'indépendance syndicale est un principe fondateur. Personne ne peut non plus parler à la place des salariés. Qui peut dire ce qui est bon pour eux? Eux seuls peuvent le dire. Pour le savoir, il n'est pas d'autre solution que de se tourner l'activité du syndicat vers les salariés, construire ensemble et leur proposer d'envahir notre CGT. Sur toutes les questions qui les préoccupent, salaire, emploi, protection sociale, conditions de travail, nous avons des repères collectifs. Partons des aspirations des salariés, proposons nos repères collectifs et construisons les revendications avec les salariés eux-mêmes, tels qu'ils sont, là où ils sont. Disons-le franchement, disons-le clairement aux salariés, personne ne peut faire à votre place. Le changement ne peut pas être simplement l'affaire des directions de la CGT, même si elles ont un rôle très important à jouer dans le cadre de la mobilisation. Il n'est pas question de dire aux salariés « Ne vous inquiétez pas, la CGT est là, votez pour nous, syndiquez-vous et on s'occupe de tout ». Non, cela ne marche pas. Les salariés doivent absolument s'occuper de leurs affaires et les prendre en main. Personne ne le fera à leur place, c'est valable y compris pour les retraités. Le syndicat est un outil à leur disposition. La Confédération, les comités régionaux, les unions départementales, les unions locales, les fédérations peuvent produire et mettre à disposition du matériel syndical sous forme de tracts, d'affiches, de vidéos, sur tous les supports de communication inimaginables. Mais le meilleur tract restera toujours celui fait dans l'entreprise par le syndicat lui-même. Ancrer notre syndicalisme à l'entreprise veut aussi dire conquérir de nouvelles bases, aller vers les salariés qui n'ont pas encore la chance de connaître le syndicat, et notamment la CGT, proposer donc en grand l'adhésion autour de nous à notre CGT. Aider les salariés de l'entreprise d'à côté ou des entreprises sous-traitantes qui travaillent avec nous sur un même site, c'est se renforcer soi-même. C'est aussi contribuer à la mobilisation. On ne reste pas fort chez soi lorsqu'on est faible chez les autres. Les difficultés des autres nous affaiblissent nous-mêmes. La grande question reste en effet celle du nombre de salariés qui s'engagent dans l'action collective. Pour mener notre activité syndicale, nous avons besoin aussi de nos élus et des mandatés. Ils ont un rôle majeur à jouer dans le processus de mobilisation. Ils participent pleinement de la vie et de l'activité du syndicat. Leur présence à toutes les initiatives est évidemment indispensable. Ils portent la parole de la CGT, peut-être faut-il parfois le leur rappeler. Les salariés ou le syndicat leur ont fait confiance à ces camarades. Dans les instances où ils siègent, que ce soit au comité d'entreprise, au CE, au CHSCT, ils doivent donc faire entendre notre voix, la voix des salariés, comme ils savent le faire. C'est l'occasion, dans le processus de mobilisation, de porter les revendications. Cela participe du processus de mobilisation lui-même. Disons davantage, c'est aussi le processus de mobilisation à l'entreprise. Enfin, mener l'activité syndicale dans l'entreprise, le territoire nécessite le respect absolu de la liberté syndicale
et du droit syndical à l'entreprise. Pour porter cette exigence tous ensemble, nous serons aux côtés de nos 5 camarades de Roanne et exigerons de nouveaux droits lors de notre Rassemblement national le 5 novembre, auquel vous êtes toutes et tous invités à participer. Il paraît d'ailleurs que nous allons doubler le nombre d'habitants dans la ville de Roanne grâce à notre manifestation durant une journée. Il faut sans doute s'en féliciter. Voilà. Mes chers camarades, donc, il nous reste quelques jours pour aller à la rencontre des salariés et faire du 10 septembre une réussite. C'est notre rôle. Ce fut toujours l'honneur et la grandeur de la CGT de défendre les intérêts des salariés. Alors, en avant, tous sur le pont, tous dans l'action, et vive la CGT. Merci à tous. J'ai plus de micro. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce meeting. Je voulais remercier chaleureusement les 6 camarades qui sont venus témoigner. Et je vous souhaite un bon retour et je vous donne rendez-vous donc le 10 septembre. Merci.